Enlève-la !» La voix de Thibaut était posée, mais chargée d'une dureté froide et inflexible. Dans la grande salle de bal du Petit Palais, lors d'un gala de charité très prisé de l'élite parisienne, l'éclat des lustres en cristal se reflétait sur les coupes de champagne. Apolline se tenait à l'écart de l'estrade des enchères. Son poignet gauche était prisonnier de la poigne de fer de Thibaut. Elle restait immobile. Les sourcils de Thibaut étaient profondément froncés, son regard dépassant Apolline, pour se poser sur Ophélie assise dans un fauteuil roulant juste à l'extérieur de la section VIP. Ophélie portait une fine robe blanche, le visage aussi pâle que du papier. Elle se couvrait la bouche, toussant doucement, les yeux brillants de larmes précaires. « Thibaut, laisse tomber », murmura Ophélie, sa voix aussi légère qu'une brise prête à se dissiper. Je trouvais juste que le diamant taille ancienne sur la bague d'Apolline ressemblait tellement à celui que ma grand-mère m'avait laissé, celui que j'ai accidentellement perdu. Je voulais le remporter aux enchères comme souvenir. Puisqu'Apolline refuse de s'en séparer pour la charité ce soir, oublie ça. Il ne me reste que quelques mois à vivre. Je ne devrais pas me battre pour ce genre de choses. La mâchoire de Thibaut se contracta violemment. La pression sur le poignet d'Apolline augmenta soudainement. Les os de sa main émirent un faible craquement sous l'effort. Elle déglutit difficilement, levant les yeux vers l'homme, avec qui elle était mariée depuis 3 ans. « Non, » dit Apolline. Sa voix était très douce, mais incroyablement stable. « Apolline, n'as-tu donc aucune once de compassion ?» Les yeux de Thibaut devinrent glaciaux, la regardant, comme si elle était une étrangère déraisonnable. « Ce n'est qu'un misérable caillou de 5 carats. Je t'en achèterai 10 de bien meilleure qualité demain. » Ophélie en est à ce stade de sa maladie. Et tu t'obstines à l'humilier devant le tout Paris, ce soir. Ce n'est pas toi qui as acheté cette bague. Le regard d'Apolline tomba sur son annulaire. Elle appartenait à ma grand-mère. Ça suffit. Thibaut la coupa impitoyablement, n'écoutant pas la seconde moitié de sa phrase. Sa main droite saisit directement l'annulaire de la main gauche d'Apolline. À cause des gonflements dus à son début de grossesse, la bague était coincée. Sans la moindre hésitation, Thibaut tira violemment vers l'extérieur, un sifflement aigu. L'anneau de métal racla brutalement la peau de sa jointure, arrachant une couche de chair. Une douleur perçante remonta instantanément le long de ses nerfs. Cette bague, ancienne, en diamant, portant la chaleur corporelle d'Apolline et des traînées de sang, lui fut arrachée de force. Il ne lui accorda même pas un regard, jetant nonchalamment le bijou sur le plateau d'argent des enchères caritatives. Avec un tintement sec, la bague rebondit sur le bord du plateau, roula sur le tapis rouge et continua sa course, jusque hors des lourdes doubles portes de la salle de bal. Les invités aux alentours eurent le souffle coupé. Les murmures s'élevèrent comme une marée. Apolline regarda son annulaire vide. Le sang suintait de l'articulation goutte à goutte, atterrissant sur l'ourlet de sa robe de haute couture sur mesure. Ses doigts commencèrent à trembler de manière incontrôlable. « Es-tu fou ?» demanda-t-elle doucement. Thibaut se retourna la toisant d'un regard condescendant plein d'avertissement et d'impatience. « Est-ce moi qui suis fou ou toi, Apolline, depuis quand es-tu devenue si vaniteuse et cruelle, juste pour accaparer l'attention? Tu irais jusqu'à détruire le dernier petit souvenir d'une mourante ?» En croisant son regard, l'estomac d'Apolline se retourna soudainement. Une violente nausée physiologique lui monta à la gorge. Les couleurs désertèrent son visage en un instant, et elle recula instinctivement d'un demi-pas, voulant se libérer de la présence oppressante de Thibaut. Il crut qu'elle allait s'éloigner, ramasser la bague et continuer à faire un scandale. Un éclair de cruauté absolue traversa ses yeux. Il leva la main. Une gifle sèche, sonore et impitoyable atterrit de plein fouet sur la joue droite d'Apolline. La salle de bal entière fut plongée dans un silence de mort. Chaque conversation, chaque note de musique fut complètement étouffée par cette gifle. La tête d'Apolline fut projetée sur le côté. Un sifflement aigu et perçant explosa dans ses oreilles. Une empreinte de main rouge et enflée apparut rapidement sur sa joue pâle. Elle goûta la saveur métallique et rouillée du sang dans sa bouche. Pendant 1 seconde, son cerveau devint une feuille blanche pleine de parasites. « Madame de Vandières, si vous ne pouvez pas apprendre la décence la plus élémentaire, vous ne méritez pas de vous tenir ici.
déclara Thibaut en ajustant la manchette de son costume sur mesure, la voix glaciale. Présentez vos excuses à Ophélie immédiatement, puis rentrez chez nous et réfléchissez à votre comportement. Des milliers d'yeux étaient braqués sur Apolline. Il y avait de la moquerie, de la pitié et l'étincelle de ceux qui regardent un bon spectacle. Le PDG du groupe Vendière, pour l'amour de sa première passion malade, avait publiquement giflé son épouse légitime. Apolline ramena lentement son visage dans l'axe. Elle passa la langue sur l'intérieur, écorchée de sa joue. Elle ne cacha pas son visage, pas plus qu'elle ne versa une larme. Et tôt, elle plongea simplement son regard dans celui de Thibaut, rencontrant ses yeux calmes et morts sans la moindre ride d'émotion. Le cœur de Thibaut rata inexplicablement un battement. Ses doigts se recroquevillèrent légèrement le long de son corps. « D'accord, » dit Apolline. « Juste un mot. » Elle ne marcha pas vers Ophélie et n'accorda pas un autre regard à Thibaut. Elle fit demi-tour. Ses talons aiguilles foulèrent l'épaisse moquette alors qu'elle franchissait les portes de la salle de bal. Pas à pas, l'air dans le couloir était beaucoup plus froid qu'à l'intérieur. Apolline s'arrêta près des plinthes amarantes près de l'entrée. La bague en diamant ancienne reposait là silencieusement. Elle se pencha, la ramassa et la serra au creux de sa paume. À l'extérieur du petit palais, la pluie tombait à verse. Le portier tenait un parapluie, voulant s'avancer pour l'accueillir. Apolline l'ignora. Elle marcha sous l'averse, s'arrêtant près de la grille métallique d'une bouche d'égout à l'angle de la rue. Elle ouvrit la main. Plop, cette bague en diamant héritage de sa grand-mère qu'elle chérissait tant et que Thibaut avait publiquement balayée, tomba dans la canalisation nauséabonde sans même une éclaboussure. Après cela, Apolline s'appuya contre un lampadaire. Une violente crampe lui tordit le ventre. Elle s'accroupit sous la pluie torrentielle et commença à vomir violemment. Elle n'avait rien mangé de toute la soirée, ne rejetant qu'une eau aigre et amère. La pluie s'abattait sur son dos, la glaçant jusqu'aux os. Lorsqu'elle eut terminé, elle haleta lourdement, serrant son bas-ventre à deux mains. Une douleur sourde et tenace irradiait des profondeurs de son corps. Quelque chose de chaud coulait le long de l'intérieur de ses cuisses. Sous la lueur jaune et blafarde du réverbère, Apolline baissa les yeux et vit du sang couler de son mollet jusqu'à sa cheville, un rouge aveuglant rapidement lavé par la pluie pour devenir d'un rose pâle. C'était le bébé qu'elle avait découvert porté il y a moins de 2 semaines, celui dont elle n'avait même pas eu le temps de parler à Thibaut. Apolline fixa cette flaque de sang pendant un instant. Elle se releva lentement. Elle ne pleura pas. Ses mouvements étaient encore plus stables et décisifs que d'habitude. Elle héla un taxi parisien dont le lumineux était allumé. « Hôpital, américain, de Neuilly Urgence », dit-elle la voix, sans le moindre tremblement. À 2 heures du matin, les néons blancs et crus des urgences lui faisaient mal aux yeux. L'air sentait le désinfectant et l'alcool médical. Apolline était assise sur une chaise en métal froid, sa robe de couture trempée, collant étroitement à son corps. Le médecin de garde sortit en tenant une échographie, les sourcils froncés, une trace de pitié dans le regard. « Mademoiselle de Lussac », le médecin jeta un coup d'œil dans le couloir. « Votre famille n'est pas là. » « Aucune famille. » Apolline regarda le papier dans la main du médecin. Le rythme cardiaque fœtal est extrêmement faible, accompagné d'une hémorragie massive. C'est une fausse couche menaçante typique, soupira le médecin. Si vous êtes admise immédiatement, restez alitée et prenez des injections de progestérone il y a peu. Être 30% de chance de le sauver. Mais cela nécessite qu'un membre de la famille signe pour accepter. Risque. Le regard d'Apolline tomba sur l'horloge accrochée au mur. L'aiguille des secondes avançait cran par cran. Tic. Tac. Ne le sauvez pas, dit Apolline. Le médecin se figea. Excusez-moi, j'ai dit, ne le sauvez pas. Apolline leva les yeux, son regard aussi limpide qu'un bloc de glace. Programmez l'intervention maintenant. Mademoiselle de Lussac, c'est une vie. Vous n'avez pas besoin d'y réfléchir ou d'appeler votre mari pour en discuter. Docteur, l'interrompit Apolline, s'il vous plaît, donnez-moi le formulaire de consentement. 5 minutes plus tard, Apolline signa de façon autonome tous les documents. Chaque trait était lourd. Sans une once d'hésitation, les portes de la salle d'opération s'ouvrirent.
Apolline enfila une blouse d'hôpital et s'allongea sur l'étroite table d'opération. Les lumières chirurgicales aveuglantes s'allumèrent au-dessus d'elle, la forçant à fermer instinctivement les yeux. Au moment où les instruments métalliques froids pénétrèrent dans son corps, une douleur violente et déchirante transperça instantanément ses os. Les doigts d'Apolline s'agrippèrent aux barres de la table d'opération avec l'énergie du désespoir. Ses ongles devinrent blancs sous la force, une teinte meurtrie apparaissant sur ses jointures. « Détendez-vous, prenez de profondes respirations », murmura l'infirmière à ses côtés pour l'apaiser. Apolline n'émit aucun son. Sa respiration devint rapide et fragmentée. À la seconde où la machinerie s'activa, une unique larme glissa du coin de son œil, disparaissant rapidement dans les cheveux au niveau de ses tempes. Ce fut la première larme qu'elle versa cette nuit-là. Et la dernière. Juste avant que l'anesthésiste n'injecte les analgésiques. Apolline leva le dos de sa main et essuya rudement avec force toute trace d'humidité de ses yeux. 1 heure plus tard, Apolline sortit de la salle de réveil. Son visage était d'une pâleur cadavérique et sa démarche un peu raide, mais sa colonne vertébrale restait parfaitement droite. Elle se dirigea vers le guichet de facturation, passa sa carte et prit tous les reçus. À l'extérieur de l'hôpital, la pluie avait cessé. La ville à 4 heures du matin dégageait une tranquillité mortelle. Apolline sortit son téléphone et composa un numéro étranger. Après 3 sonneries, une voix féminine fluide décrocha. « Bérénice !» commença Apolline la voix rauque. « Mon Dieu, Célia, il est 22 heures à New York. Pourquoi la femme invisible disparue depuis 3 ans m'appelle-t-elle soudainement ?» La femme à l'autre bout du fil semblait totalement sous le choc. « Prends-moi un vol le premier disponible. Peu m'importe la destination tant qu'il quitte la France. » Apolline se tenait dans l'ombre sous l'aube de l'hôpital, regardant le feu de circulation clignoter de l'autre côté de la rue. « Que s'est-il passé, Célia est de retour ?» « Oui, » répondit Apolline. « Dégèle mon compte en fiducie indépendant à la Banque suisse. Contacte le service juridique pour qu'il se prépare à reprendre mes affaires privées en main. » L'autre bout du fil resta silencieux pendant 2 secondes, suivi du cliquetis sec et efficace d'un clavier. « Il y a un vol pour Genève dans 3 heures. J'émets le billet maintenant. » « Merci. » En raccrochant, Apolline prit une voiture avec chauffeur pour retourner à l'hôtel particulier des Vendières avenue Foch. En poussant la porte, la maison était plongée dans l'obscurité. L'air portait encore la légère effluve de l'eau de parfum aux notes de cèdre et de vétiver que Thibault avait vaporisé en partant le matin même. Apolline n'alluma pas les lumières principales. Elle alluma seulement une unique applique dans le vestibule. Elle entra dans la chambre de maître, tira une valise noire cabine de l'étagère inférieure du dressing. Elle ne prit aucune des robes de haute couture de la saison. Elle ne prit pas les sacs en cuir, exotiques, à 6 chiffres. Elle ne prit certainement aucun des bijoux de prix que Thibault lui faisait régulièrement livrer chaque mois. Elle prit seulement son passeport, ses pièces d'identité, quelques tenues de base du quotidien et un ordinateur portable personnel, lourdement crypté. 15 minutes plus tard, la valise était pleine. Apolline la ferma et la posa près du lit. Elle se retourna, son regard tombant sur le lit majestueux au centre de la pièce, se fixant finalement sur la banquette en velours au pied de celui-ci. Là trônait une exquise boîte cadeau. À l'intérieur se trouvait une cravate en soie de mûrier bleu nuit. À la pointe de la cravate, une discrète lettre T avait été brodée à la main avec un fil d'argent extrêmement complexe. Apolline avait passé 3 mois entiers à la coudre secrètement point par point. L'anniversaire de Thibault était après-demain. Elle avait initialement prévu de la lui offrir après le gala de ce soir. Apolline s'approcha et prit la cravate. La soie était fraîche et lisse. Elle se retourna, marcha jusqu'au bureau du boudoir, ouvrit un tiroir et en sortit une paire de ciseaux de tailleur affûtés. Cric! Le premier coup de ciseau trancha la lettre T qui représentait Thibault. Le fil d'argent céda s'enroulant en bout effiloché. Cric! Le deuxième coup coupa la cravate en plein milieu. Apolline ne montra aucune expression. Ses mains étaient incroyablement stables. Le son des ciseaux s'ouvrant et se fermant était exceptionnellement clair dans la pièce silencieuse. Elle découpa cette cravate inestimable dans laquelle elle avait versé 3 mois de son cœur en tas successifs de lambeaux de tissu. Finalement,
Elle balaya la pile de bouts de tissu dans sa main, marcha jusqu'au salon et les vida, sans expression, dans la poubelle à côté de la table basse en marbre. Après avoir fait tout cela, Apolline prit une pile de papier dans son sac à main. C'étaient les dossiers médicaux, l'échographie et le formulaire de consentement chirurgical portant sa signature. Le formulaire portait un tampon rouge bien visible, indiquant « Intervention réalisée ». Apolline posa cette pile de papier bien à plat au centre de la table basse, pour éviter qu'il ne s'envole. Elle saisit le verre en cristal de baccarat dans lequel Thibaut buvait habituellement de l'eau et s'en servit comme presse-papier sur un coin des pages. À 5h30 du matin, Apolline fit rouler sa valise noire hors de la porte d'entrée de l'hôtel particulier. L'horizon prenait déjà une teinte gris pâle. La brume matinale portait un froid glacial. Elle tira la porte d'entrée pour la fermer, écoutant la serrure électronique émettre un bip sec en s'enclenchant automatiquement. Elle ne se retourna pas même une fois. Elle monta dans sa voiture noire de location et disparut dans la rue avant que le premier rayon de soleil matinal ne perce les nuages. À 9h du matin, une Mercedes Maybach noire s'arrêta en douceur devant la propriété. Thibaut poussa la portière et sortit. Sa veste de costume était drapée sur son bras, et dans sa main, il tenait un écrin à bijoux en velours bleu nuit. Après la fin du gala la nuit dernière, Ophélie l'avait traîné à l'hôpital pour une nuit entière d'examen. En quittant l'hôpital à l'aube, il s'était rappelé le regard d'Apolline lorsqu'elle avait quitté la salle de bal. Une frustration inexplicable et irritable montait dans sa poitrine. Il était allé dans les coulisses des enchères, avait passé sa carte Centurion et avait acheté un collier de diamants à 10 millions d'euros. C'était sa méthode habituelle, une gifle suivie d'une douceur. Apolline était une femme intelligente. Tant qu'il lui offrait une porte de sortie, elle la prendrait et continuerait d'être la parfaite et obéissante Madame de Vandières. Thibaut poussa les portes d'entrée et changea de chaussures. « Apolline », appela-t-il son ton portant. Son tranchant autoritaire habituel. « Descends ». La maison était d'un silence de mort. Il n'y eut absolument aucune réponse. Thibaut fronça légèrement les sourcils. Il entra dans le salon et jeta l'écrin sur le canapé, toujours en train de faire un caprice. Il desserra sa cravate, son regard balayant négligemment la table basse. Cette pile de papier blanc capta instantanément son attention. Le verre en cristal les maintenait en place. La première feuille était une échographie. À côté de l'image en noir et blanc se trouvaient quelques lignes de texte froid. Les pas de Thibaut s'arrêtèrent. Il fixa ses mots, ses pupilles se contractant légèrement. Il s'approcha, tendit la main, déplaça le verre en cristal et libéra la pile de papier. Fausse couche menaçante accompagnée d'une hémorragie massive. Formulaire de consentement chirurgical. Signature de la patiente Apolline de Lussac. Le tampon rouge dans le coin inférieur droit de cette dernière page brûla les yeux de Thibaut. Ses doigts se resserrèrent soudainement. Le papier fut écrasé et profondément froissé dans sa paume. Ses jointures devinrent d'un blanc exsangue sous la force. Apolline. La voix de Thibaut monta brusquement dans les aigus, portant une trace de panique dont il ne se rendit même pas compte. Il franchit les escaliers à grandes enjambées jusqu'à la chambre de maître au premier étage et poussa violemment la porte. La porte du dressing était grande ouverte. Dans la section d'Apolline, ses tenues les plus fréquemment portées avaient disparu. Cette valise cabine noire qui restait toujours dans un coin s'était également volatilisée. La respiration de Thibaut s'arrêta une seconde. Il fit volte-face son regard, balayant la banquette au pied du lit. La boîte qui avait contenu son cadeau d'anniversaire était vide. Ses yeux fouillèrent frénétiquement, la pièce se verrouillant finalement sur la corbeille à papier près de la coiffeuse. Un tas de lambeaux de soie bleu nuit y reposaient silencieusement. Quelques fils d'argent brisés luisaient d'une lumière froide et moqueuse sous le soleil matinal. Elle l'avait coupé en morceaux elle-même. Elle avait détruit non seulement une cravate, mais toute sa dévotion sans réserve des 3 dernières années et le tout dernier lien entre eux. Les paupières de Thibaut tressaillirent violemment. Un sentiment d'effroi massif et sans précédent serra son cœur comme une main invisible. Le bébé était parti.
Elle était partie. Elle n'avait rien emporté. Elle n'avait pris qu'elle-même, détruisant personnellement chaque trace de son passage. Thibaut sortit immédiatement son téléphone. Ses doigts étaient si peu coopératifs qu'il balaya mal l'écran à 2 reprises avant de composer le numéro d'Apolline. Un silence de mort répondit dans l'écouteur. Puis vint une voix féminine, mécanique et froide. « Nous sommes désolés. Le numéro que vous avez composé n'est pas attribué ou n'est plus en service. » Thibaut serra fermement son téléphone, se tenant au centre de la chambre vide. Le soleil du début de l'automne tombait sur lui, mais il ne ressentit aucune chaleur, seulement un froid pénétrant, se propageant depuis la plante de ses pieds jusqu'à son cœur. Maxence désactive toutes les cartes infinites et cartes de crédit secondaires au nom d'Apolline. Thibaut se tenait dans la chambre dévastée, serrant fermement dans sa main le formulaire de consentement chirurgical froissé. Sa voix n'avait aucune inflexion, mais le soulèvement rapide et saccadé de sa poitrine trahissait sa respiration. L'assistant à l'autre bout du fil se figea manifestement, prenant 2 secondes pour confirmer prudemment. « Monsieur de Vandières, toutes. Même la carte Centurion sans plafond à son nom. Toutes. » Thibaut le coupa. « Préviens nos agents d'aviation d'entreprise et nos équipages de vol privé. Sans ma signature, Apolline ne peut affréter aucun appareil. Appelle également ses gestionnaires de patrimoine privé. Gèle ses privilèges de retrait fiduciaire sur le territoire. » En raccrochant, Thibaut fixa le verre en cristal de baccarat, abandonné sur la table basse. 3 jours, pensa-t-il froidement. Une femme qui venait de subir une intervention chirurgicale sans la moindre ressource financière, qui au cours des 3 dernières années n'avait rien fait d'autre qu'arranger des fleurs et lire des livres à la maison. Une fois qu'il aurait coupé ses flux de trésorerie et ses options de voyage, combien de jours pourrait-elle survivre dehors, déchiqueter la cravate, laisser les factures médicales? Ce n'était qu'une tactique autodestructrice pour le forcer à baisser la tête. Thibaut lissa lentement le formulaire chirurgical froissé dans sa main et le replaça sous le verre en cristal. Sa mâchoire était crispée. Il ne baisserait jamais la tête. Le chef du groupe Vandières ne permettrait jamais à quiconque de défier son autorité absolue d'une manière aussi définitive. Changer les codes de sécurité des portes principales. Thibaut lança l'ordre au majordome, qui attendait à l'extérieur, ramassa sa veste de costume et sortit à grands pas. La pluie à Genève était glaciale. Apolline, vêtue d'un trench-coat noir, sortit du terminal VIP de l'aéroport. Un vent froid s'engouffra dans son col. Elle s'arrêta machinalement, sa main droite se pressant fermement contre son bas-ventre. Une douleur lancinante et aiguë irradiait des profondeurs de son bassin. Une fine couche de sueur froide perla sur son front. Célia. La femme blonde, qui attendait à l'extérieur du terminal, s'approcha rapidement, lui saisissant le bras. Bérénice regarda le visage d'Apolline d'une pâleur fantomatique, ses sourcils se fronçant intensément. « Tu dois aller dans une clinique tout de suite. Tu as l'air d'une feuille de papier. » Apolline ferma les yeux et prit une profonde inspiration. Quand elle les rouvrit, la douleur dans son regard avait été totalement réprimée. « Ce n'est pas nécessaire. Va chez le notaire. » Apolline se redressa, relâchant la pression sur son ventre. « Ont-ils bougé en France ?» Bérénice lui tendit une tablette. L'écran affichait plusieurs emails urgents. « Il y a 10 minutes, la direction financière du groupe Vandières a gelé toutes tes cartes de crédit secondaire. De plus, ils ont émis des ordres de restriction aux banques privées. Plusieurs de tes comptes nationaux sont maintenant bloqués. » Apolline regarda les avis de gel sur l'écran, glissa doucement son doigt et déplaça directement les emails vers la corbeille, plus lent que ce que j'espérais. Elle rendit la tablette à Bérénice, ouvrit la portière de la voiture et monta. « As-tu contacté l'équipe de sécurité privée à Paris? Sont-ils arrivés à l'hôtel particulier? »« Oui, mais... » Bérénice s'installa au volant et démarra la voiture. Bien que Thibaut ait changé les codes, l'équipe de sécurité avait des accès prioritaires de niveau supérieur et a pu entrer. C'est juste que la liste d'inventaire que tu as fournie, ces 47 pièces de haute joaillerie et la douzaine d'antiquités, le coût logistique pour emballer et expédier tout cela est astronomique. De plus, cela nécessite des déclarations douanières spéciales. Cela prendra un demi-mois au plus tôt. La voiture s'inséra sur l'autoroute suisse détrempée. Apolline regarda par la fenêtre les forêts de pins défiler.
Sa voix était légère. Pourtant, chaque mot était distinct. « Qui a dit que nous les expédions ?» Le pied de Bérénice se figea sur l'accélérateur. Pas les expédier. La valeur estimée de ces articles combinés dépasse les 300 millions d'euros. Laisse-les là pour que Thibault les récupère. Fais acheter 2 masses industrielles lourdes. Apolline détourna le regard. Que l'équipe de sécurité allume toutes ses caméras corporelles. Assure-toi que chaque coin est enregistré. Bérénice jeta un coup d'œil à Apolline dans le rétroviseur. Pulvérisez toutes les émeraudes et tous les diamants. Brisez les antiquités en morceaux. Prenez une paire de ciseaux et déchiquetez les sacs Birkin d'Hermès et toutes les robes de haute couture en lambeaux. Le rythme de parole d'Apolline était posé. Une fois que tout sera détruit, balayez tous les fragments dans des sacs poubelles industriels. Emballez-les dans des caisses en bois et utilisez le fret international le plus rapide pour les expédier à la salle de courrier du siège du groupe Vendières avenue Montaigne, à l'attention du PDG. Bérénice eut le souffle coupé. Célia, c'est 300 millions. Ce sont les ordures contre lesquelles j'ai échangé 3 ans d'endurance et un enfant mort. Apolline sortit son téléphone, retira sa carte SIM française et la jeta nonchalamment dans le cendrier de la voiture. C'est sale. 5 jours plus tard, dans le bureau du PDG, au dernier étage du groupe Vendières à Paris, Thibault était assis derrière son immense bureau, ses doigts tapotant avec impatience sur la surface en bois massif. Son assistant Maxence se tenait devant le bureau la tête baissée. Monsieur de Vendières, la famille de Lussac, a répondu. Édouard de Lussac a déclaré que sa fille n'avait pas contacté la famille ces derniers jours. Il a également ajouté que si sa fille fait un caprice à cause de mademoiselle Desmarest, il l'appellera personnellement pour la réprimander et lui dire de prioriser l'alliance entre les familles Vendières et de Lussac. Les doigts de Thibault s'arrêtèrent de tapoter. 5 jours, aucun relevé de dépenses, aucun contact avec ses parents, pas un seul centime touché sur ses comptes nationaux. Elle s'était évaporée de la surface de la terre. Le regard de Thibault s'assombrit. Il leva la main des serras, sa cravate prit son téléphone et ouvrit ses messages. Il trouva le contact d'Apolline. Le dernier message était toujours celui qu'il avait envoyé lors du gala 5 jours plus tôt. « Rentre chez nous et réfléchis à ton comportement. » Thibault fixa cette phrase un instant. Puis ses doigts volèrent sur le clavier. « Apolline, ton jeu de guerre froide doit cesser. J'ai bloqué toutes tes cartes. Même ton père pense que tu es déraisonnable. Tant que tu prends un vol de retour avant vendredi, je pourrais faire comme si rien de tout cela ne s'était passé. L'histoire avec Ophélie s'arrête ici. La place de Madame de Vendières est toujours la tienne. » Il tapa le message, estima que ce n'était pas suffisant, et ajouta une autre ligne. « Tu n'as plus un sou à ton nom. Tu ne pourras même pas te payer un hôtel. Ne me force pas la main. » Il appuya sur « Envoyer ». Un point d'exclamation rouge apparut immédiatement sur l'écran. Message non distribué. La paupière de Thibault tressaillit violemment. Il fixa ce point d'exclamation rouge, ses jointures blanchissant à mesure qu'il serrait le téléphone. Bloqué. Elle avait osé le bloquer. Bien. Très bien. Thibault laissa échapper un rire glacial et claqua le téléphone face contre le bureau. Va vérifier ses relevés de départ aux frontières. Utilise toutes nos connexions pour découvrir exactement dans quel pays elle est partie. Je refuse de croire qu'elle puisse se volatiliser. Maxence sursauta terrifié. Au moment où il se tournait pour partir, la porte du bureau fut poussée par la secrétaire. « Monsieur de Vendières !» Le visage de la secrétaire était livide. Elle pointait le couloir du doigt. Le service du courrier en bas a fait monter plusieurs énormes caisses de frais internationales. Ils ont dit que Madame de Vendières avait expressément demandé qu'elle soit livrée directement dans votre bureau. Thibault se redressa d'un coup parfaitement droit. Un léger sourire narquois et froid étira le coin de sa bouche. Elle avait craqué, après tout renvoyant ses bagages. C'était le prélude à une reddition, une façon de tester ses limites. Faites-les entrer. Thibault s'adossa à son fauteuil et ajusta ses manchettes. 4 lourdes caisses en bois, mesurant chacune plus d'1 mètre de large, furent traînées dans le vaste bureau par plusieurs gardes de la sécurité. Les caisses portaient des étiquettes d'expédition internationale en provenance de Genève, Suisse. « Ouvrez-les !» ordonna Thibault.
Les gardes apportèrent des pieds de biche et arrachèrent les clous de la première caisse un par un. Le bruit des planches de bois frappant le sol résonna avec un bruit sourd dans le bureau silencieux. Thibaut prit nonchalamment sa tasse de café. Au moment où le couvercle fut soulevé, une odeur de cuir poussiéreux et de débris s'échappa. Maxence se pencha pour regarder, et tout son corps se figea instantanément comme une statue prise dans les glaces. « Qu'est-ce que tu regardes ? Qu'y a-t-il à l'intérieur ?» fronça Thibaut. La pomme d'Adam de Maxence eut du mal à bouger sa voix tremblante. « Monsieur de Vandières, vous devriez regarder par vous-même. » Thibaut posa sa tasse de café, se leva et marcha jusqu'à la caisse. À la seconde où ses yeux tombèrent sur le contenu, les pupilles de Thibaut se contractèrent brusquement. Il n'y avait pas de vêtements soigneusement pliés. Il n'y avait pas de lettres implorant la paix. À l'intérieur de la caisse se trouvait un tas de ruines absolues. Ce collier d'émeraude à 15 millions d'euros qu'il avait remporté pour elle chez Sotheby's était maintenant brisé en une douzaine de morceaux. Les pierres précieuses vertes avaient été pulvérisées par un objet lourd, couverte de fines fissures et enrobée de poussière. Cet œuf de Fabergé antique, dont il avait spécifiquement demandé à Apolline de prendre le plus grand soin, n'était plus qu'un tas d'éclats colorés, reposant silencieusement au fond. À côté gisaient des dizaines de sacs Birkin d'Hermès, déchiquetés. Les cuirs exotiques de crocodile et d'autruche avaient été violemment lacérés. Des fermetures éclairs et des fermoirs métalliques éparpillés partout. Les 4 caisses en bois étaient entièrement remplies de ce genre de détritus. La respiration de Thibaut s'arrêta. Il fixa avec un regard mort le collier d'émeraude brisé dans la caisse. C'était celui qu'il avait personnellement attaché, autour du cou d'Apolline, pour leur premier anniversaire. Ses pas se suspendirent. Soudain, il fit un pas en avant et plongea ses mains dans les ruines pour creuser. Un éclat pointu lui coupa le doigt. Du sang coula sur le cuir ruiné, mais il ne sembla ressentir aucune douleur, aucune lettre, pas un seul mot. Seulement la destruction la plus complète et absolue. Silence. Un silence de mort. La secrétaire et les gardes dans le bureau n'osaient même pas respirer. À cet instant, la ligne fixe privée sur le bureau de Thibaut sonna brusquement. C'était un numéro crypté. Seules de très rares personnes le connaissaient. Thibaut fit volte-face, revint à grands pas vers le bureau et arracha le combiné. « Apolline !» La voix de Thibaut était effrayante comme du papier de verre grinçant contre du verre. « Es-tu devenue folle ? Tu as détruit pour 300 millions d'euros de biens et tu penses que ça prouve que tu as du cran. » De l'autre côté de la ligne, la voix d'Apolline était incroyablement calme. Aucune ride, aucune colère. Même le rythme de sa respiration était régulier. Poubelle bien reçue. « Qui t'a donné l'audace de faire ça ?» Les doigts de Thibaut serrèrent le combiné si fort que ses ongles s'enfoncèrent dans sa paume. « Toutes tes cartes ont été coupées. Pensais-tu que briser ces objets me ferait te regarder à nouveau, Apolline, tu es sans le sou en ce moment. Sur un seul mot de ma part, tu n'auras même pas l'argent pour acheter un billet de retour. As-tu fini de parler ?» Dès que la voix d'Apolline tomba, le bruit de page qu'on tourne parvint à travers le téléphone, Thibaut se figea. « Le 17 du mois dernier, » reprit la voix d'Apolline, pareille à un scalpel chirurgical froid, découpant avec précision toutes les façades de Thibaut. Un paiement de 3,5 millions d'euros a été acheminé via le compte des relations publiques du groupe Vandières pour acheter une montre Breguet à Ophélie Desmarest. Le code de facture est P24092. La paupière de Thibaut tressaillit violemment. Un frisson lui parcourut la colonne vertébrale. Cette transaction avait été dissimulée sans faille, traitée comme une dépense pour des cadeaux clients prioritaires via les comptes de l'entreprise. Pendant 3 ans, Apolline n'avait jamais posé de questions sur l'entreprise. Elle n'avait joué que le rôle de la discrète Madame de Vandières à la maison. Comment savait-elle ? Tu as audité les comptes de l'entreprise. Une trace d'incrédulité filtra dans la voix de Thibaut. Apolline, tu as appris à jouer à des jeux. En novembre dernier. Apolline ignora son questionnement, continuant à lire de cette voix sans température. Sous couvert d'un investissement à l'étranger pour le groupe Vandières, tu as créé une société écran au Luxembourg et y as transféré 40 millions d'euros. La destination finale de ces fonds était un compte en fiducie médicale pour Ophélie Desmarest.
Thibaut recula d'un demi-pas en titubant son mollet, heurtant le bord de son fauteuil de bureau. Sa gorge se serra. Tous ces documents portaient le sceau de ma signature personnelle. Tu as utilisé mon identité de Madame de Vandières pour garantir tes transferts d'actifs pour ton premier amour. Apolline laissa échapper un rire doux à l'autre bout. Il n'y avait aucun humour dans ce rire, seulement une apathie totale et absolue. Thibaut, tout au fond de la 4e caisse, il y a une boîte en velours noir. À l'intérieur se trouve mon sceau personnel. La tête de Thibaut pivota vers la 4e caisse à quelques pas de là. J'ai déjà demandé à quelqu'un de prendre une scie industrielle et de couper le sceau en 2, déclara Apolline. Considère ceci comme une notification. N'envoie plus jamais ces SMS arrogants à mon numéro français. Apolline, tu n'oserais pas. Bip, bip, bip. L'appel fut proprement interrompu. Thibaut resta paralysé, écoutant la tonalité. Il baissa lentement le combiné, marchant pas à pas vers la 4e caisse. Ignorant les éclats de verre et les tissus déchiquetés, il plongea la main tout au fond. Sous une pile de vêtements ruinés, il trouva la petite boîte en velours noir. Il l'ouvrit. Un seau en jade blanc immaculé y reposait, sauf qu'il avait été parfaitement coupé en plein milieu. La coupe était lisse et plate, séparant de force le nom gravé « Apolline de Lussac ». En 2 moitiés totalement tranchées, Thibaut fixa les 2 morceaux de jade brisés, son estomac se crispant soudainement. Il avait toujours cru qu'Apolline était une liane qui ne pouvait survivre qu'en s'accrochant à lui. S'il coupait ses nutriments, elle se flétrirait. Elle ferait des compromis. Mais maintenant, cette liane n'avait pas seulement coupé ses propres racines. Avant de partir, elle avait fracassé un énorme trou dans le mur qui la soutenait. Monsieur de Vandières l'appela Maxence avec hésitation, observant les doigts exsangues de Thibaut. Thibaut l'ignora. Il sortit son téléphone et composa le numéro crypté qui venait de l'appeler. « Nous sommes désolés. Le numéro que vous avez composé n'est pas attribué. » Le pouce de Thibaut appuya lourdement sur l'écran jusqu'à ce qu'il devienne noir. Se tenant au milieu de 300 millions d'euros de ruines, regardant les toits haussmanniens de Paris. Le maître de cet empire absolu ressentit pour la toute première fois une panique nommée « perte de contrôle », remonter le long de sa colonne vertébrale en suivant les bords de ce jade brisé. Mettez son nom sur la liste noire de l'industrie. D'ici la fin de la journée, je veux des lettres confirmées et tamponnées de toutes les marques de joaillerie et maisons de couture réputées du pays. Thibaut était assis dans son fauteuil de bureau en cuir noir, faisant tourner un stylo en or massif. Son regard ne quittait pas les rapports financiers trimestriels devant lui. Sa voix était si calme qu'elle manquait de toute fluctuation. Maxence se tenait devant le bureau, tenant une épaisse pile de dossiers déglutissant difficilement. Monsieur de Vandières, les appels ont été passés. La moitié des grandes entreprises de mode et de joaillerie en France ont ajouté le nom d'Apolline à leur liste noire RH. Aucune organisation légitime n'osera l'embaucher. De plus, les centres de cartes de crédit de toutes les grandes banques ont rejeté sa demande d'ouverture de nouveaux comptes principaux. Le stylo de Thibaut s'arrêta, laissant une tache d'encre bleu nuit sur le papier. A-t-elle contacté quelqu'un ces 3 derniers mois? Il leva les yeux. Non. Son numéro de téléphone français est resté désactivé. Nous avons des gens qui surveillent ses parents, mais ils n'ont reçu aucun colis ni appel international. Édouard de Lussac se plaignait justement, lors d'un dîner de la Chambre de commerce, il y a 2 jours, qu'Apolline était ingrate et n'avait même pas appelé pour les fêtes de fin d'année. Thibaut jeta le stylo sur le bureau avec un bruit sourd. 3 mois exactement 90 jours. Depuis le jour où il avait explosé face aux bijoux détruits, Apolline avait disparu de la surface de la Terre. Il pensait initialement que couper le sceau et fracasser les objets n'était que l'apogée de son explosion émotionnelle. Une fois l'adrénaline dissipée, une femme habituée au luxe affaiblie par une intervention chirurgicale récente coincée à l'étranger finirait par être à court d'options. Il lui avait fermé toutes les portes pour trouver un emploi. Il voulait qu'elle réalise clairement que sans Thibaut, sans le titre de Madame de Vandières, elle n'avait même pas le droit de survivre dans cette société. La porte du bureau s'ouvrit doucement. Ophélie, vêtue d'un ample cardigan en cachemire et tenant un thermos, entra. Elle portait un maquillage très léger, ce qui la rendait encore plus pâle. « Thibaut, tu es resté tard au bureau une fois de plus. »
Ophélie posa le thermos, regardant les cernes sous ses yeux avec peine. « J'ai demandé au chef de te préparer un consommé. Tu devrais en boire. » Le regard de Thibaut tomba sur le thermos. Il ne bougea pas. Ses doigts tapotèrent inconsciemment 2 fois sur l'accoudoir. « Ophélie, j'ai une visioconférence multinationale bientôt. » Son ton s'adoucit légèrement, mais son corps ne se pencha pas vers elle. « Ta santé est fragile. Tu ne devrais pas faire de trajet exprès jusqu'au bureau. »« Je m'inquiétais juste pour toi. » Ophélie baissa la tête, tortillant l'ourlet de sa chemise. « Les actions de la division luxe dégringolent ces derniers temps. J'ai entendu dire par le conseil d'administration que c'était à cause de ce qui s'est passé au gala. Ça a abîmé l'image haut de gamme de la marque. Thibaut, suis-je encore en train de te causer des ennuis? Si Apolline est toujours en colère, je peux voler à l'étranger et m'excuser auprès d'elle en personne. Ça n'a rien à voir avec toi. » Thibaut la coupa, fronçant les sourcils. « L'action fluctue parce que notre collection phare pour le second semestre manque du soutien d'un créateur international de premier plan. J'ai déjà géré le conseil. » Mais Ophélie se mordit la lèvre inférieure. « J'ai entendu dire que le défilé de clôture de la haute couture à Paris le mois prochain est crucial pour l'industrie. Que cette créatrice de génie Célia annoncera son partenaire exclusif pour l'année prochaine après le défilé. Si nous pouvons obtenir un contrat avec Célia, l'action se stabilisera. Thibaut, peux-tu m'emmener au défilé? Je veux t'aider. Et je veux porter une des robes sur mesure de Célia pour vivre ça. » Thibaut regarda ses yeux pleins d'espoir et garda le silence pendant quelques secondes. La dernière trace qu'il avait d'Apolline était en Europe. Bien que la piste se soit rapidement refroidie, il avait le pressentiment qu'elle y était toujours. Très bien. Thibaut détourna le regard. Que Maxence réserve les places pour lundi prochain. 3 mois plus tard, suite penthouse de l'hôtel Ritz Place, Vendôme, Paris. Maxence posa 2 invitations à la feuille d'or sur la table basse, en marbre une fine sueur perlant sur son front. « Monsieur de Vandières, voici les billets pour le défilé de clôture de ce soir. » Sa voix était faible. Thibaut se tenait près des baies vitrées boutonnant ses manchettes mousquetaires. Il se retourna, son regard balayant les invitations, et son visage s'assombrit instantanément. Zone D, 2e rangée. Les pas de Thibaut s'arrêtèrent. Le groupe Vandières est l'un des 3 plus grands financiers du luxe sur le marché, et vous me dites que nous n'avons obtenu que la 2e rangée sur la bordure extérieure. Maxence essuya son front, n'osant pas lever les yeux. Monsieur de Vandières, le plan de salle du final de ce soir a été rédigé personnellement par Gaspard Delaroche, le directeur du comité mondial de la haute couture. Dans leur cercle, il ne se soutient que de la lignée du design et du prestige de l'industrie. Les financiers. Les financiers ne pèsent pas lourd à leurs yeux. Nous n'avons obtenu la zone D qu'en faisant jouer des connexions de haut niveau dans plusieurs banques partenaires européennes. La porte de la chambre s'ouvrit. Ophélie sortit vêtue d'une robe incroyablement chère. En entendant les mots de Maxence, son sourire se figea. « Thibaut, ne pouvons-nous pas nous asseoir au premier rang ?» Ophélie s'approcha et lui prit doucement le bras. « J'ai entendu dire que le premier rang ce soir n'est occupé que par la royauté européenne et l'élite mondiale de la mode. Si nous sommes au 2e rang, les médias ne vont-ils pas dire que Vandières est marginalisé ?» Les doigts de Thibaut se resserrèrent lentement les veines sur le dos de sa main saillant légèrement. Il retira son bras de l'emprise d'Ophélie et lissa l'ourlet de sa veste. Le placement n'est pas le point principal ce soir. Thibaut regarda les invitations, sa paupière tressaillant légèrement. L'important est la soirée VIP après le défilé. Quel qu'en soit le prix, j'ai besoin de la signature de Célia ce soir. Tant que nous sécuriserons un contrat exclusif avec Célia, nous serons les VIP du comité l'année prochaine. Il sortit son téléphone et vérifia l'écran. Dans ses contacts, cette photo de profil familière reposait toujours silencieusement dans la liste des bloqués sans le moindre mouvement. Au cours des 3 derniers mois, il avait déversé de vastes ressources à travers l'Europe pour retrouver Apolline, mais c'était comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Cette femme avait apparemment été effacée de la surface de la Terre. Allons-y. Thibaut glissa son téléphone dans la poche de sa poitrine et marcha d'un pas décidé vers la porte.
Les loges privées dans les coulisses du Grand Palais. L'air sentait le parfum au thé blanc. Derrière la porte, le son des tests de musique du défilé et des talkie-walkie était chaotique et assourdissant. Mais à l'intérieur, c'était si calme qu'on pouvait entendre le froissement des tissus. Apolline était assise seule devant un immense miroir de coiffeuse. Elle portait un blasé noir, très ajusté au décolleté plongeant, marquant parfaitement sa taille. Elle ne portait aucun bijou compliqué, seulement une bague architecturale et tranchante en argent sur son index droit. Elle se regarda dans le miroir. La ligne autrefois douce de sa mâchoire était maintenant aussi tranchante qu'une lame. Son visage était toujours légèrement pâle, mais ses yeux possédaient une intensité acérée qui empêchait les gens de la regarder directement. Elle leva lentement la main et l'appuya contre son bas-ventre. Une douleur sourde et cachée palpitait le long de ses nerfs. 2 mois d'affilée de création frénétique, passant des nuits blanches avec seulement 4 heures de sommeil, signifiait que son corps ne s'était pas entièrement remis de cette intervention chirurgicale impitoyable. Les doigts d'Apolline s'enfoncèrent légèrement dans le tissu du blasé, ses ongles pressant ses paumes. Elle ferma les yeux, dans la loge silencieuse. On n'entendait que sa respiration légèrement lourde. 2 secondes. Elle ne s'accorda que 2 secondes. 2 secondes plus tard, Apolline rouvrit les yeux. L'épuisement et la vulnérabilité fugace dans le miroir avaient été complètement purgés. À leur place, régnait un calme et une glace absolue. Clic. La porte s'ouvrit. Bérénice entra d'un pas rapide, tenant un talkie-walkie. Célia. Les invités de devant sont tous assis. Monsieur de la Roche vous attend à l'entrée VIP au bout du tapis rouge. Les gens de Vendières sont là, eux aussi. Ils sont placés en zone D. Apolline se leva, attrapant nonchalamment un dossier sur la table pour le tendre à Bérénice. Que l'équipe juridique se tienne prête. Bérénice prit le dossier, y jeta un coup d'œil et inspira brusquement. « Es-tu sûre de vouloir appuyer sur la détente ce soir ? Ça va provoquer un séisme dans le monde financier et celui de la mode ? Les actions de Vendières vont probablement s'effondrer à l'ouverture de la bourse demain. Fais-le. » Apolline n'offrit aucune explication. Perchée sur ses talons aiguilles de 10 centimètres, elle poussa la porte et marcha d'un pas assuré vers les lumières du couloir. À l'extérieur du Grand Palais, la pluie d'automne tombait de façon continue. Le tapis rouge était encadré par les médias du monde entier et les flashs crépitants des appareils photo. Des parapluies noirs s'épanouissaient dans la nuit comme des champignons. Thibaut et Ophélie, guidés par le personnel, terminèrent de parcourir le tapis rouge et attendirent au point de contrôle de sécurité VIP. Thibaut, qui est exactement cette Célia, se plaignit Ophélie avec impatience. « Te faire la queue ici. Elle est trop arrogante. Tout à l'heure à la soirée, tu devras me la présenter. Je veux qu'elle conçoive personnellement ma robe de mariée. » Avant qu'Ophélie n'ait pu terminer les appareils photo environnants, crépitèrent soudainement à la folie illuminant la moitié du ciel nocturne d'un blanc cru. Chaque journaliste se retourna vers le début du tapis rouge, les objectifs zoomant frénétiquement. Une Maybach noire, arborant une plaque spéciale d'immatriculation de la ville de Paris, glissa silencieusement dans la zone de dépose du tapis rouge. La sécurité au point de contrôle VIP tira instantanément les barrières. Thibaut fronça les sourcils et regarda. Les personnes exigeant ce genre de traitement en Europe pouvaient se compter sur les doigts d'une main. Gaspard de la Roche, le patriarche aux cheveux blancs, qui détenait le pouvoir absolu dans le monde de la mode, tenait lui-même un grand parapluie noir, marchant d'un pas vif vers la portière arrière de la Maybach. Il ne laissa pas le voiturier y toucher. Il ouvrit la portière lui-même. Un pied chaussé d'un escarpin noir pointu se posa fermement sur le tapis rouge détrempé. Ensuite, une grande silhouette svelte émergea de la voiture. Le blasé noir traçait une silhouette d'une domination écrasante. Ses cheveux longs étaient tirés en arrière de façon stricte, révélant une longue nuque pâle. Le bruit des déclencheurs d'appareils photo était assourdissant. Le regard de Thibaut balaya négligemment la scène. Mais au moment où il se posa sur ce visage, ce fut comme s'il avait été frappé par la foudre. Il fut cloué sur place, sa respiration s'arrêtant complètement ses pupilles, se contractant violemment son cœur, brutalement pressé par une main invisible,
Apolline se tenait à l'extrémité du tapis rouge escortée personnellement par Gaspard Delaroche, poursuivie frénétiquement par des centaines de médias mondiaux. Cette femme, c'était Apolline. Les doigts de Thibaut se resserrèrent violemment. Le manche de son parapluie noir émit un craquement écœurant. Le sang déserta entièrement ses jointures, les laissant d'un blanc macabre. « C'est impossible », murmura Ophélie, en se couvrant la bouche, la voix tremblante. « C'est Apolline. Comment a-t-elle pu accéder à la zone A? Pourquoi ce vieil homme tient-il un parapluie pour elle ?» Thibaut ne répondit pas. Son cerveau bourdonnait. Il vit Apolline tourner la tête et murmurer quelque chose à Delaroche. Delaroche, un homme connu pour sa sévérité, sourit avec une déférence extrême, s'inclinant même légèrement alors qu'il la guidait vers les portes principales. Apolline garda son regard fixé droit devant elle. Ses yeux balayèrent les invités attendant en zone D sans s'arrêter une fraction de seconde, alors qu'elle passait à moins de 3 mètres de Thibaut. Il fit instinctivement un demi-pas en avant. « Apolline !» La voix de Thibaut était terriblement rauque, sa pomme d'Adam déglutissant avec difficulté. Les pas d'Apolline ne s'arrêtèrent pas le moins du monde. Elle ne tourna même pas la tête pour le regarder. C'était comme s'il n'était qu'un accessoire invisible au bord du tapis rouge. Portant une aura d'une froideur et d'une pression étouffante, entourée de dizaines de gardes de sécurité, elle traversa tout droit les immenses portes dorées au centre du Grand Palais, des portes exclusivement réservées à la royauté et aux VIP de premier plan. Les portes se fermèrent lentement au nez de Thibaut. Thibaut resta raide sous la pluie, ses paupières tressaillant violemment. La pluie froide battait ses épaules, mais il ne ressentait rien. Pendant 3 mois, il avait cru qu'elle mourrait de faim dans un bidonville. Il pensait qu'elle regrettait ses choix, suppliant pour un billet de retour. Mais ce n'était pas le cas. Elle avait gravi un piédestal qu'il devait mendier, ne serait-ce que pour l'apercevoir lui passant littéralement au-dessus de la tête. Le défilé final dura 2 heures entières. Assis au 2e rang de la zone des Thibaut, n'avait pas la tête à regarder les vêtements sur le podium. Son regard était fixé comme un clou sur le dos de la silhouette assise en plein centre du 1er rang de la zone A. Apolline trônait au cœur absolu du défilé. À sa gauche se trouvait Delaroche. À sa droite se trouvait le patron du plus ancien conglomérat de France. Ces titans des affaires et de la mode se penchaient pour lui murmurer à l'oreille, leurs attitudes humbles et empressées. Ophélie, assise à ses côtés, déchiquetait presque sa robe de ses doigts. Elle devenait folle de jalousie. Pourtant, elle n'osait même pas respirer trop fort. La musique s'arrêta. Les lumières s'embrasèrent. Le maître de cérémonie monta sur scène et annonça dans un français passionné. « Ce soir, nous exprimons notre plus profonde gratitude à l'âme de ce grand spectacle, la plus jeune membre à vie de notre comité de la haute couture. Madame Célia. » La salle entière se leva, des applaudissements tonitruants éclatèrent. Assise au centre du 1er rang, Apolline se leva lentement. Elle se tourna pour faire face à l'ensemble du public et offrit un léger signe de tête approbateur. Le projecteur éclaira son visage. Froide, noble, intouchable. Thibaut fit un soudain demi-pas en arrière, son genou heurtant le siège derrière lui. Célia! Elle était Célia! Le dieu de l'industrie que le groupe Vendière avait passé 3 mois et des ressources incalculables à supplier pour une rencontre de 5 minutes à une soirée, c'était elle. L'épouse qu'il avait personnellement giflée, dont il avait coupé les cartes de crédit. La poitrine de Thibaut se souleva violemment. Un sentiment d'absurdité totale et une panique sans précédent s'entremêlèrent, lui montant directement au crâne. Une demi-heure plus tard, lors du grand rassemblement d'affaires Zip au dernier étage. Il n'y avait pas de médias ici, seulement de véritables financiers et directeurs de marque. Thibaut avait demandé à Maxence de ramener Ophélie à l'hôtel. Il se tenait seul, tenant l'épaisse proposition de partenariat de Vendière, se frayant un chemin à travers la foule, vers le centre de la pièce, vers la zone entourée de stars. Apolline tenait une coupe de champagne, écoutant le PDG d'une marque italienne parler. Apolline. La voix de Thibaut résonna derrière elle, teintée d'une tension extrême et réprimée. Les personnes autour d'eux cessèrent de parler, leurs regards dardant entre les deux. Delaroche fronça les sourcils et s'apprêtait à appeler la sécurité,
Mais Apolline leva doucement la main l'arrêtant. Elle se retourna. Son regard tomba légèrement sur le visage de Thibaut. Aucune colère, aucune surprise, comme si elle regardait un document dénué d'importance. Thibaut la fixa. Il essaya de trouver une trace de façade dans ses yeux, mais il échoua. Il prit une profonde inspiration, forçant l'aura de PDG du groupe Vendière à s'imposer baissant la voix. « Penses-tu que changer d'identité et faire le spectacle à Paris efface ta responsabilité pour avoir détruit 300 millions d'euros d'actifs qui t'a élevé à cette position pour te venger de moi? À qui t'es-tu vendu ?» Le regard d'Apolline tomba sur sa cravate. Elle ne parla pas. Thibaut crut avoir touché un point sensible. Son ton devint plus assuré, porteur d'un sens condescendant de la charité. « Arrête de faire un scandale. J'ai publié cette liste noire dans l'industrie en France juste pour te donner une leçon. Je sais que les 3 derniers mois ont été incroyablement durs pour toi. C'est pourquoi tu utilises cette méthode extrême pour attirer mon attention. Reviens avec moi. Je peux te donner le poste de directrice de la création de la nouvelle ligne de luxe de Vendière. » Il tendit même la main voulant saisir le poignet d'Apolline. « Monsieur de Vendière. » Apolline prit enfin la parole. Sa voix n'était pas forte, mais elle parvint clairement aux oreilles de chacun. Elle ne recula pas, ni n'esquiva sa main. Elle le regarda simplement avec les yeux de quelqu'un qui observe un cadavre. « Avez-vous apporté la proposition de partenariat du groupe Vendière ?» demanda-t-elle. La main de Thibaut se figea en l'air. Il marqua une pause tendant inconsciemment la proposition qu'il tenait dans sa main gauche. Il crut qu'elle prenait enfin la porte de sortie, acceptant de coopérer. Apolline ne la prit pas. Bérénice s'avança, saisit le document de 100 pages, l'ouvrit à la dernière page et le présenta à Apolline. Apolline tira un stylo à plume en argent de la poche de son blasé. « L'article 7 de votre proposition exige que Vendière détienne une participation de 60% dans la coentreprise et requiert que la chaîne de production s'appuie sur les ateliers de soierie de Lyon acquis par Vendière, » déclara Apolline d'une voix régulière, énonçant des faits objectifs. Thibaut fronça les sourcils. C'était l'atout central de Vendière. L'usine de Lyon était leur capitale pour étendre leur emprise en Europe. Comment cette femme le savait-elle si clairement? Il redressa le dos. La chaîne d'approvisionnement de Vendière est la meilleure d'Europe. Une fois que tu auras signé, tu pourras avoir tout ce que tu désires. Dans le contrat d'acquisition de l'usine de Lyon, il y a 2 ans, il y avait un addendum de portage fiduciaire. Apolline l'interrompit la voix glaciale. La paupière de Thibaut tressaillit. « Que veux-tu dire ? » « Je veux dire que cette usine n'appartient pas au groupe Vendière. » Apolline le regarda les coins de sa bouche, dépourvue de la moindre courbe. « Elle a été intégralement acquise par mon fonds de fiducie privé. Vous ne la gérez que par procuration. » Les pupilles de Thibaut se contractèrent en tête d'épingle. Sa respiration sombra instantanément dans le chaos. Cette acquisition, il y a 2 ans, avait été incroyablement complexe. Apolline n'avait jamais posé de questions sur les affaires de l'entreprise. Comment avait-elle pu utiliser sa fiducie? Attendez, c'était le compte caché qu'Édouard de Lussac avait mis en place pour elle avant le mariage. Ce matin, à 8 heures, Apolline déboucha le stylo en argent. J'ai notifié à l'usine de Lyon de cesser indéfiniment de fournir la moindre matière première à Vendière. Les lignes de production de luxe de Vendière en Europe sont désormais complètement paralysées. Thibaut fit un brusque pas en avant, ses doigts se recroquevillant en poings serrés, ses jointures si blanches qu'elles menaçaient de percer sa peau. Il avait toujours cru tout contrôler. Il pensait que couper ses cartes coupait sa bouée de sauvetage. Il ne s'était jamais attendu à ce qu'au cours des 3 dernières années, elle ait silencieusement tenu un couteau sous sa jugulaire. Apolline ne lui laissa aucun répit. Tenant le stylo en argent, elle appuya sur la proposition de Vendière, le document que Thibaut considérait comme une bouée de sauvetage, et traça un X massif et impitoyable du coin supérieur gauche au coin inférieur droit. Le bruit de la plume déchirant le papier fut d'une dureté assourdissante dans la pièce silencieuse. « Votre proposition est rejetée. » Apolline jeta négligemment la proposition aux pieds de Thibaut, les lourds documents s'éparpillant sur la moquette hors de prix. « Prenez vos ordures et fichez le camp de mon défilé. » Après avoir dit cela,
Elle lança le stylo à Bérénice, tourna les talons et marcha vers le salon VIP sans jamais lui accorder un autre regard. Thibaut resta complètement seul au centre de la foule. L'élite de la mode européenne le regardait comme s'il était un clown. Il baissa les yeux vers la proposition déchiquetée à ses pieds. C'était comme si une poignée de verre pilé était coincée dans sa gorge. Il ne pouvait pas l'avaler et il ne pouvait pas la recracher. Un immense sentiment de perte de contrôle et la terreur d'être totalement anéanti rampèrent enfin le long de sa colonne vertébrale raide, se propageant sauvagement dans tout son corps. Apolline pressa sa paume droite à plat contre l'immense baie vitrée de son studio de création rue du Faubourg Saint-Honoré. La pluie froide de Paris martelait lourdement le verre extérieur. Des traînées d'eau serpentaient vers le bas, brouillant les lumières néons des rues en contrebas. Le froid irradiant de la vitre s'infiltrait dans sa peau, mais elle ne retira pas sa main. Du plus profond de son bas-ventre montait une douleur lente et lourde. 2 semaines de patronage à haute intensité, combinées à la guerre commerciale éprouvante lors de la soirée, avaient poussé son corps au bord de l'effondrement. Apolline ferma les yeux et appuya son front contre la vitre froide. Sa respiration était très légère et superficielle. Chaque inspiration s'accompagnait d'une courbature inévitable dans le bas de son dos. Ses doigts se recroquevillèrent inconsciemment contre la vitre, ses ongles raclant la surface lisse avec un léger crissement. L'interphone interne sur sa table à dessin clignota soudainement en rouge. « Célia !» La voix de Bérénice résonna mêlée à une panique évidente et à un bruit de fond. « Il y a un problème en bas !» Thibaut de Vandières a forcé le passage. « La sécurité ne peut pas l'arrêter. Il devient violent. Appelle-t-on la police ?» Apolline décolla lentement son front de la vitre. L'épuisement et la brume physiologique de douleur dans ses yeux furent complètement purgés dans la demi-seconde qu'il lui fallut pour cligner des paupières. « N'appelle pas la police », dit Apolline, la voix parfaitement égale. « Laisse-le monter. » 5 minutes plus tard, les lourdes doubles portes en bois du studio furent violemment poussées de l'extérieur. Avec un bruit sourd, les portes heurtèrent les butoirs muraux et rebondirent. Thibaut se tenait sur le seuil. Son coûteux manteau en cachemire brioni était complètement détrempé. L'eau de pluie dégoulinait de ses cheveux ébouriffés. Sa cravate était tirée de travers et les 2 premiers boutons de sa chemise avaient sauté, révélant des clavicules qui se soulevaient violemment au rythme de sa respiration saccadée. L'homme d'ordinaire immaculé et intouchable ressemblait désormais à une bête traquée qui s'était perdue dans une tempête et s'était effondrée. Apolline se tenait derrière l'immense table à dessin en bois massif, tenant une paire de ciseaux de tailleur en argent. Elle le regarda entrer calmement. 2 énormes gardes de sécurité français suivaient Thibaut de près matraque sortie. Sur un seul regard d'Apolline, il bondirait. Apolline leva la main tenant les ciseaux et l'agita doucement 2 fois. Les gardes échangèrent, un regard reculèrent hors de la pièce et tirèrent les portes pour les fermer. L'immense studio fut laissé avec pour seul bruit de fond la pluie contre la vitre et la respiration lourde et haletante de Thibaut. Il fit de grandes enjambées à travers les chutes de tissu et les mannequins de couture. Marchant droit vers la table à dessin, l'eau gouttait de son manteau sur le coûteux tapis, perçant s'épanouissant en taches sombres. « Es-tu satisfaite maintenant ?» Thibaut posa ses 2 mains sur la table à dessin, plongeant son regard droit dans les yeux d'Apolline. Ses yeux étaient injectés de sang. Ses paupières tressaillaient de manière incontrôlable. Les 4 chaînes d'approvisionnement clés de Vandières en Europe se sont totalement arrêtées ce matin. L'action a touché sa limite à la baisse dès l'ouverture du marché. 30 milliards d'euros se sont évaporés en une matinée. Le conseil d'administration est assis dans mon bureau, en ce moment même tapant du poing sur la table. La voix de Thibaut était si rauque qu'elle semblait avoir été poncée. « Apolline, tu as fait tout ça juste pour me forcer à venir te trouver, n'est-ce pas ?» Apolline posa les ciseaux. Le métal frappant le bois produisit un son net et froid. « Tu me caches la lumière pour mes croquis, » dit-elle. La respiration de Thibaut s'arrêta. Il regarda son visage sans émotion, ses doigts se resserrant lentement sur le bureau, ses jointures devenant d'un blanc fantomatique sous l'effort.
Il prit une profonde inspiration, se redressa soudainement et sortit une enveloppe Kraft de la poche intérieure de son manteau trempé. Il la claqua sur les plans devant Apolline. J'ai renvoyé Ophélie. Le rythme de Thibaut s'accéléra, portant un besoin urgent de faire ses preuves. J'ai demandé à des hommes de l'envoyer en clinique en Suisse cette nuit. J'ai coupé toutes les cartes de crédit à son nom et j'ai repris la maison que j'avais prêtée à ses parents. Elle n'apparaîtra plus jamais devant nous. Ce qui s'est passé au gala de charité. J'étais impulsif, je m'en excuse. Il fit une pause, poussant légèrement l'enveloppe en avant. À l'intérieur, il y a le transfert de propriété pour l'hôtel particulier de l'avenue Foch. J'ai fait transférer la propriété entièrement à ton seul nom et un accord de transfert pour 10% des parts de Vendières. Thibaut la fixa intensément, son ton portant une supplication désespérée, dont il ne se rendait pas compte mêlée à son autorité habituelle. « Apolline, si tu as suffisamment passé, ta colère rentre à la maison avec moi. Tu es madame de Vendières. Nous sommes mari et femme. Avec ton statut et ta réputation actuelle, plus le capital de Vendières, quand nous retournerons dans le monde, plus personne n'osera jamais te regarder de haut. » Apolline baissa les yeux, son regard tombant sur le coin de l'enveloppe qui avait été humidifiée par la pluie. Elle ne tendit pas la main pour la prendre. « Quand as-tu découvert que j'étais à Paris ?» demanda Apolline, posant une question totalement sans rapport. Thibaut se figea. « Ça n'a pas d'importance. J'ai utilisé. » « Tu as utilisé les privilèges de vol privé de l'autorité européenne de l'aviation. » Apolline le coupa son regard, passant de l'enveloppe à son visage. « Parce que tu as découvert que la clinique privée de réhabilitation que tu avais arrangée pour Ophélie à Montreux a rejeté sa demande d'admission ce matin. » Les pas de Thibaut vacillèrent. Il regarda Apolline avec incrédulité, ses pupilles se dilatant de manière incontrôlable. « Comment sais-tu, pour la clinique de Montreux, la pomme d'Adam de Thibaut tressaillit violemment. » Apolline reprit les ciseaux de tailleur et tapota négligemment le bord de l'enveloppe. « Mercredi dernier, tu as demandé à Maxence de traiter les papiers de transfert d'Ophélie. Tu pensais que le simple fait de l'envoyer hors du pays clorait le chapitre. » La voix d'Apolline resta parfaitement plate. « Mais tu ne savais pas que le bailleur de fonds majoritaire de cet établissement est mon partenaire. L'encre de ta signature en tant que garant financier n'était même pas sèche qu'une copie était déjà posée sur mon bureau. » Le visage de Thibaut devint d'une pâleur cadavérique. « Tu as même ajouté une clause à la garantie stipulant que tous les frais médicaux seraient couverts indéfiniment par les comptes offshore de Vendières. » Apolline le regarda. « Thibaut, tu prends 10% des actions de Vendières, qui sont sur le point de devenir du papier brouillon, et un hôtel particulier hypothéqué pour acheter la loyauté à vie de Célia. Pendant ce temps, tu paves une route pavée d'or à vie pour ton premier amour. Tes calculs sont noués plus serrés que tes cravates. C'était juste par obligation morale. » La voix de Thibaut s'éleva brusquement. Il fit un pas en avant, son corps heurtant lourdement le bord de la table à dessin. Ses doigts s'enfoncèrent dans le bois, les veines saillant sur le dos de ses mains. « Elle ne vivra plus très longtemps. Je voulais juste l'envoyer loin. Apolline, la personne à qui je tiens vraiment, c'est toi. Si je ne tenais pas à toi, aurais-je abandonné le désordre au siège, risqué d'être destitué par le conseil d'administration et traversé Paris sous la tempête pour te trouver. Ton attention se porte sur le cours des actions de Vendières. » Apolline prit l'enveloppe Kraft. Thibaut crut qu'elle allait enfin l'accepter. Ses épaules tendues se détendirent légèrement. « Tant que tu signes, nous convoquons une conférence de presse conjointe demain. Toute cette tourmente passera, » dit Thibaut avec empressement. Apolline ignora ses paroles. Tenant l'enveloppe, elle contourna la table à dessin vers un destructeur de documents de qualité industrielle qui se dressait dans un coin de la pièce. La voix de Thibaut mourut dans sa gorge. « Apolline, que fais-tu » Il fit volte-face, fixant ses actions. Apolline appuya sur le bouton de démarrage vert. La machine rugit à la vie avec un faible bourdonnement. Elle déchira l'enveloppe, sortit l'épaisse liasse de titres de propriété et d'accords de transfert d'actions, et sans regarder une seule page, poussa le document supérieur estampillé du sceau de l'entreprise Vendières, verticalement dans la fente d'alimentation. Les lames en diamant aiguisé s'engagèrent instantanément, broyant l'accord inestimable en minuscules confettis qui tombèrent en pluie dans le bac transparent en dessous.
Les paupières de Thibault tressaillirent violemment. Il se jeta en avant, essayant d'arracher les documents restants de sa main. « Es-tu folle? C'est 10% du groupe Vendière. Sais-tu ce que tu fais ?» Juste au moment où la main de Thibault était sur le point de toucher les papiers, Apolline poussa la pile restante l'enveloppe et tout le reste directement dans le broyeur. La machine gémit sous la charge. Thibault attrapa le vide, ses mains heurtant le boîtier métallique froid du destructeur. Il regarda les confettis inassemblables dans le bac et la dernière corde tendue dans son cerveau cassa avec un écho sec. Apolline. Il tourna violemment la tête, sa main droite saisissant le poignet d'Apolline. La force était immense. Un anneau rouge apparut instantanément sur sa peau. « Combien de temps vas-tu faire ce caprice ?» La voix de Thibault perdit tout contrôle, se transformant en un rugissement réprimé. Il halétait lourdement dans l'air froid, ses yeux verrouillés sur les siens. « J'ai abandonné ma fierté. J'ai piétiné mes propres limites. Je suis venue te supplier. Que veux-tu de plus de moi? Ne seras-tu satisfaite que lorsque tu m'auras détruit Vendière, détruit la moindre trace de ce que nous avions. » Ses doigts se resserrèrent comme un étau. Il essayait d'utiliser la force physique pour récupérer une fraction du contrôle absolu qu'il avait jadis sur cette femme. Apolline ne se débattit pas. Elle le laissa serrer son poignet. Son regard voyagea depuis ses doigts aux jointures blanches jusqu'à ses yeux. « Lâche-moi » dit Apolline. 2 mots, aucune explosion émotionnelle, aucune accusation hystérique. Thibault plongea dans ses yeux. Il n'y avait ni haine, ni ressentiment, pas même de colère basique. Il n'y avait que le vide de quelqu'un qui avait vu à travers tout et une apathie profonde qui le terrifia plus qu'une gifle au visage. Ses doigts se raidirent son emprise, se desserrant inconsciemment d'une fraction. Apolline dégagea nettement son poignet. Elle recula d'un pas établissant une distance physique. Puis, elle plongea la main dans la poche de son blasé et sortit son téléphone. Thibault la regarda en déglutissant. « Que fais-tu » Apolline déverrouilla l'écran, ouvrit ses contacts et fit apparaître ce numéro privé crypté que Thibault avait essayé d'utiliser. Elle retourna le téléphone, le tenant devant son visage. Thibault vit clairement l'écran. C'était la page des paramètres des contacts d'urgence. À côté de son numéro, il était clairement écrit « Contact d'urgence, conjoint ». Elle l'avait forcé à configurer cela sur son téléphone il y a 3 ans, lorsqu'ils s'étaient mariés. « Tu n'as pas toujours voulu savoir comment j'étais certaine que tu viendrais à Paris ce soir. » Apolline le regarda, sa voix cristalline, dominant le rugissement du broyeur. La respiration de Thibault s'arrêta. « Ah, il y a 3 jours, j'ai intentionnellement utilisé ce numéro pour me connecter au système de suivi des vols en France. » Le regard d'Apolline le transperça froidement. « Je savais que tes hommes surveillaient toutes mes anciennes empreintes numériques. J'ai laissé cet accès de contact d'urgence actif. Je ne l'ai pas supprimé juste pour t'attirer ici. » Thibault tituba, son dos heurtant le mur. « Tu m'as attiré ici juste pour m'humilier en face. » Sa voix tremblait. « Non. » Juste devant les yeux de Thibault, Apolline tapota l'écran. Retirer les privilèges de contact d'urgence. Confirmer. Ensuite, elle revint à la liste de contacts principales, glissa vers la gauche sur son nom. Supprimer le contact. Confirmer. Ce numéro familier disparut complètement de l'écran. Je t'ai attiré ici pour que tu puisses regarder de tes propres yeux comment je jette le tout dernier lien entre nous à la poubelle. Apolline remit son téléphone dans sa poche. Elle regarda l'homme affaissé contre le mur, semblant entièrement vidé de ses forces. Tu pensais que venir ici avec des actions et des maisons était un acte de grâce. Tu pensais que tout ce que j'ai fait était pour attirer ton attention. Sa voix résonna dans le studio caverneux. Thibault. À la seconde exacte où tu as arraché cette bague de mon doigt au gala, tu étais déjà un homme mort pour moi. Thibault la fixa. Ses lèvres s'entr'ouvrirent silencieusement, mais aucun son n'en sortit. Ses mains pendaient mollement sur ses côtés, ses doigts tremblants d'une panique et d'un désespoir extrême. Il réalisa enfin qu'elle ne voulait vraiment plus de lui. Elle ne faisait pas de caprices. Elle ne négociait pas. Elle l'éradiquait complètement et minutieusement de sa vie. Demain à 9h du matin, mon équipe juridique soumettra officiellement une plainte pour rupture de contrat contre le groupe Vendière devant la Chambre de commerce internationale. Apolline se retourna
et marcha vers la table à dessin. « Sors de mon studio. Ne remets plus jamais les pieds sur mon territoire. » Thibaut resta figé. Les gardes français ouvrirent la porte et l'encadrèrent, lui faisant signe de partir. Thibaut ne résista pas. Comme une coquille vidée de son âme, il marcha lentement vers la porte, pas à pas. Sur le seuil, il s'arrêta et regarda en arrière. Apolline avait déjà repris ses ciseaux. Sa tête était penchée, concentrée sur ses croquis. Son dos était droit et net. Comme si la conversation qui venait de fracasser tout son monde n'était rien de plus qu'un grain de poussière insignifiant. Le broyeur s'était arrêté. Seule la pluie froide continuait son assaut inlassable sur les fenêtres, produisant un son étouffant. Le regard de Thibaut s'attarda sur son dos pendant un long moment. Finalement, les portes se refermèrent lourdement devant lui. « Faites retirer les sujets tendances. Tout le département des relations publiques est-il mort ?» Dans le bureau du PDG du groupe Vandières-Thibaut, claqua une tablette sur le bureau en bois massif. L'écran se brisa instantanément en toile d'araignée, le reflet renvoyant ses yeux injectés de sang. Maxence se tenait à 3 pas de recul de la sueur froide coulant de son menton sur la moquette. « Monsieur de Vandières, nous ne pouvons pas les retirer. » La voix de Maxence tremblait. Juste avant l'ouverture du marché ce matin, des dizaines de grands médias nationaux ont reçu simultanément un registre anonyme. Il détaille exactement comment la fondation médicale de la famille Desmarest a blanchi de l'argent et détourné des fonds caritatifs au cours des 3 dernières années. La brigade financière est impliquée. La propriété des Desmarest a été perquisitionnée il y a une demi-heure. Les parents d'Ophélie ont été placés en garde à vue à l'aéroport Charles de Gaulle alors qu'ils tentaient de fuir le pays. La poitrine de Thibaut se souleva violemment. Ce n'est pas tout. Maxence déglutit, bravant la tempête. Joint au registre publié par les médias, il y a un relevé bancaire montrant que vos comptes offshore payaient des frais médicaux exorbitants pour Ophélie Desmarest. Maintenant, tout Internet condamne Vandières, nous qualifiant de complices de la corruption des Desmarest. L'action Vandières a ouvert à la limite basse. La capitalisation boursière a chuté de 40 milliards d'euros en une matinée. Thibaut s'appuya lourdement sur le bureau, ses jointures blanches comme l'os. Elle avait frappé. Il savait qu'Apolline avait fait ça. La femme qu'il traitait autrefois comme un accessoire fragile n'avait pas seulement coupé sa chaîne d'approvisionnement européenne. Elle avait aussi déterré chaque sale secret de la famille. Desmarest portant un coup fatal. Précisément au moment où Vandières était le plus vulnérable. Les lourdes doubles portes du bureau furent violemment poussées. Plusieurs membres du conseil d'administration aux cheveux blancs firent irruption. À leur tête se trouvait l'oncle de Thibaut Gauthier de Vandières. « Jusqu'où vas-tu laisser aller cette affaire ?» Gauthier frappa sa canne sur le sol. « Pour une femme sur le côté, tu humilies publiquement ton épouse légitime et maintenant tu as provoqué ce désastre massif. La Chambre de commerce internationale ouvre le procès pour rupture de contrat de l'usine de Lyon demain matin. Si nous perdons, tous les actifs de Vandières en Europe seront gelés. Toute la famille Vandières brûlera avec toi. » Thibaut ne dit rien, la mâchoire crispée. « J'ai déjà contacté Édouard de Lussac. » Gauthier s'avança le visage froid. Les Lussac sont terrifiés à l'idée d'être impliqués et ont accepté une médiation. Tu vas te rendre à la CCI tout de suite et ramener Apolline. Tant qu'elle publiera une déclaration disant que ce n'est qu'une dispute conjugale et qu'elle abandonne l'arbitrage Vandières, peut être sauvée. Abel, elle ne voudra pas me voir. La voix de Thibaut était rauque comme s'il avalait du sable. Ce n'est pas à elle de décider. Gauthier ricana. Elle s'est mariée, dans la famille Vandières. Quel avantage tire-t-elle de nous mettre en faillite? Préparer l'équipe juridique. Rédiger un transfert pour 20% du capital de l'entreprise. Donnez-lui un vrai pouvoir pour l'amadouer. I may. Thibaut ferma les yeux. Il savait que 20% ne satisferait pas l'Apolline d'aujourd'hui. Il y a quelques jours à peine, elle l'avait déchiqueté sans un second regard. Mais c'était la dernière chance de Vandières. Et sa dernière chance. Maxence. Thibaut ouvrit les yeux. Une résolution grise et morte s'y lisait. Dis au service juridique de changer les chiffres. Transférer toutes mes actions personnelles dans Vandières, toutes mes fiducies offshore et tous mes biens immobiliers nationaux. Transférer tout au nom d'Apolline.
Les yeux de Gauthier s'écarquillèrent sous le choc. « Es-tu fou? Cela représente 20 milliards d'euros d'actifs. Tu abandonnes tout ton jeu. Comment pourras-tu un jour retrouver ta place dans la famille Vandière? Faites ce que je dis. » Thibault saisit sa veste de costume sur sa chaise et sortit à grands pas. Le lendemain matin, Chambre de commerce internationale Paris. Salle de médiation numéro 1. On aurait pu entendre une mouche voler. L'immense lustre en cristal diffusait une lumière blanche et froide sur la table en acajou de 10 mètres de long. Apolline portait un chemisier en soie blanche minimaliste sous un blasé noir structuré. Elle était assise, d'un côté de la table, tenant une tasse de café noir chaud. Son visage était pâle, mais sa colonne vertébrale était parfaitement droite. Ses yeux se concentraient clairement sur les documents devant elle. Assis, à côté d'elle, se trouvaient 3 avocats internationaux français de premier plan en robe noire et Bérénice qui gérait sa fiducie. En bout de table siégeaient 3 sévères arbitres internationaux. Des bruits de pas urgents s'approchèrent. Les portes ennoyées furent poussées par des huissiers. Thibault entra. Sa démarche était raide. Son costume gris foncé était toujours impeccable, mais les lourds cernes sous ses yeux et la ligne pincée de sa bouche le faisaient ressembler à la corde d'un arc sur le point de rompre. Derrière lui se trouvait Gauthier de Vandière, 2 membres du conseil, une armée d'avocats, et Édouard de Lussac, manifestement venu d'urgence pour faire pression. Apolline regarda son père entrer. Les doigts qui tenaient sa tasse de café ne tremblèrent pas une seule fois. Elle détourna simplement le regard, calmement ramenant ses yeux sur les documents. « Vos honneurs », l'avocat principal de Vandière s'avança. « Avant l'audience formelle, mon client souhaite initier une ultime négociation de règlement à l'amiable. » L'arbitre en chef hocha la tête et regarda Apolline. « Madame Célia, acceptez-vous la négociation ?» Apolline posa sa tasse de café avec un doux tintement. « Oui, donnez-leur 5 minutes. » La délégation Vandière s'assit de l'autre côté de la table. Édouard de Lussac regarda sa fille fronçant les sourcils et prit la parole le premier. « Apolline, tu as causé assez de scandales. Thibault sait qu'il a eu tort. Les Desmarestes ont appris leur leçon. Comment une femme seule va-t-elle survivre? Abandonne l'arbitrage aujourd'hui devant tes aînés et rentre à la maison avec Thibault. Aie un peu de respect pour nos 2 familles. » Apolline ne leva pas les yeux. Elle tourna la page de son dossier. « Monsieur de Lussac, les affaires sont les affaires. Si vous êtes ici pour discuter de questions familiales, la sortie est à votre gauche. C'est une cour d'arbitrage internationale. » Le visage d'Édouard devint livide. Il frappa la table de la main. « Comment oses-tu » ?»« Édouard, calmez-vous. » Gauthier l'arrêta et se tourna vers Apolline, adoucissant son ton. « Apolline, nous sommes tous de la même famille. Thibault a été un salaud et je l'ai réprimandé. Le groupe Vandière affecte les moyens de subsistance de dizaines de milliers de personnes. Tu es une fille intelligente. Tu ne devrais pas t'engager dans une destruction mutuelle assurée. Dicte tes conditions. Quoi que tu veuilles. » Apolline leva enfin les yeux. Son regard contourna Édouard et Gauthier, atterrissant directement sur le visage de Thibault. Thibault la fixait depuis son entrée, observant son comportement calme, gracieux, intouchable. Le trou noir, sans fond dans sa poitrine, lui déchirait violemment les entrailles. Il se leva. Sous les regards choqués de tous, Thibault contourna l'immense table en acajou pas à pas, jusqu'à se retrouver juste devant Apolline. L'huissier s'avança, mais Apolline leva la main pour l'écarter. Thibault s'arrêta à un demi-pas. Il baissa les yeux vers elle. « Apolline !» Sa voix était brisée, tremblant violemment. Il tira un épais document de sa poche intérieure. La couverture portait la mention en lettres d'or accord de transfert d'actifs irrévocable. La seconde suivante, les genoux de Thibault plièrent, et il tomba lourdement sur la moquette rouge sombre, s'agenouillant juste devant Apolline. Des halètements résonnèrent dans la salle de médiation. Gauthier bondit de sa chaise, sa canne, cliquetant sur le sol. « Thibault, que fais-tu? Tu représentes la famille Vandière. » Édouard de Lussac fut réduit au silence par le choc. Un PDG milliardaire, un tyran des affaires impitoyables,
s'agenouillait devant une femme dans un tribunal international, devant des avocats et des aînés, abandonnant totalement sa dignité. Thibaut était sourd à la pièce. Il tendit le document à Apolline, à deux mains, les yeux si rouges qu'on aurait dit qu'ils allaient saigner. Apolline, c'est 20 milliards d'euros. Toutes mes parts dans Vendières, tous mes actifs, ici et à l'étranger. Ses cordes vocales grinçaient. J'ai tout apporté. Signe simplement et tout est à toi. Sa respiration était saccadée, teintée d'une supplication désespérée. Les actions, le titre de Madame de Vendières. Tout est à toi. Thibaut leva les yeux vers elle, serrant le dossier si fort que ses jointures étaient blanches. Tu m'as assez puni. Rentre à la maison avec moi. La pièce était plongée dans un silence de mort, à l'exception de la lourde respiration de Thibaut. Tout le monde regardait Apolline. La tentation de 20 milliards d'euros, plus la reddition absolue d'un homme puissant. Pour n'importe qui, c'était la fin victorieuse ultime d'un complot de vengeance. Apolline baissa les cils. Son regard se posa sur le visage pâle et pathétique de Thibaut pendant 2 secondes. Puis elle regarda l'accord de transfert d'actifs. Elle ne tendit pas la main pour le prendre. Le 4 novembre, il y a 2 ans, Apolline parla soudainement. Sa voix était incroyablement claire dans la pièce silencieuse. Son rythme était régulier, dénué de toute fluctuation émotionnelle. Les mains de Thibaut se raidirent sa paupière, tressaillit violemment. Tu as rencontré un gestionnaire de fiducie offshore des îles Caïmans à l'hôtel Peninsula. Apolline le regarda comme si elle lisait un rapport financier qui n'avait rien à voir avec elle. Tu m'as dit que tu étais à un forum financier asiatique. Les pupilles de Thibaut se contractèrent en tête d'épingle. Sa respiration s'arrêta entièrement. Un demi-mois plus tard, 6 grands projets immobiliers sous Vendières ont déclaré des pertes sur le papier. Immédiatement après, 1 milliard d'euros a été acheminé via un réseau complexe de sociétés écrans vers ce compte aux Caïmans. Apolline ouvrit le tiroir à côté d'elle et en sortit un dossier gris foncé. Les lèvres de Thibaut bougèrent, mais aucun son n'en sortit. De la sueur froide roula le long de ses tempes. Tu as utilisé mon autorité de signature conjointe sur les comptes offshore de Vendières pour enregistrer ce milliard d'euros comme de mauvaises créances provenant de mes propres investissements personnels, raté l'utilisant pour couvrir une évasion fiscale massive de l'entreprise. Apolline déroula la ficelle du dossier. Si la DGFiP menait un audit, je serais la principale responsable. Non, non. La pomme d'Adam de Thibaut tressaillit. Apolline, c'était juste de l'optimisation fiscale d'entreprise standard. Je n'ai jamais voulu te faire de mal. Je voulais juste. Tu pensais juste que je ne lirais jamais les annexes techniques. Tu pensais que je serais pour toujours l'idiote qui t'attend à la maison. Apolline le coupa. Elle tira une épaisse pile de papier du dossier et les claqua directement au visage de Thibaut. Le bord tranchant du papier lui coupa la joue, laissant une fine ligne de sang. Des dizaines de pages de relevés bancaires tamponnés et de preuves de lanceurs d'alerte s'éparpillèrent sur la moquette d'une exhaustivité terrifiante. Ceci est un rapport de dénonciation pour 1 milliard d'euros de fraude fiscale complet, avec une chaîne de preuves pour le transfert illégal de biens matrimoniaux. Apolline le regarda froidement. À 8 heures ce matin, les originaux ont été déposés sur les bureaux de la Direction générale des finances publiques et de la brigade financière. De l'autre côté de la table, les jambes de Gauthier cédèrent et il s'effondra dans son fauteuil, le visage blanc comme du papier. 1 milliard de fraude fiscale. C'était une condamnation à mort qui rayerait Vendières de la côte et enverrait ses dirigeants au centre pénitentiaire. Agenouillé sur le sol, regardant les preuves éparpillées, Thibaut avait l'air de s'être fait aspirer l'âme. Ses doigts se contractèrent de manière incontrôlable. Apolline posa délicatement les 2 dernières fines feuilles de papier du dossier par-dessus l'accord d'actifs de 20 milliards d'euros. C'était un accord de divorce. Je n'ai pas besoin de tes 20 milliards d'euros d'ordures. Apolline regarda l'homme agenouillé à ses pieds, ses yeux dépourvus de chaleur. Prends tes actions et dépense-les lentement en prison. Elle ramassa son stylo à plumes et le jeta sur la moquette devant Thibaut. Il roula 2 fois et s'arrêta près de ses doigts blancs. « Signe! Ça! Ah !» cracha-t-elle les derniers mots, chaque syllabe, comme une lame recouverte de glace. Et ensuite,
disparaît de ma vue. Les mains de Thibaut pressaient la moquette. Il fixa l'accord de divorce. Les voiles à lumière, tout semblait aspirer hors de son monde. L'empire dont il était si fier le contrôle, qu'il avait tant lutté pour maintenir la dignité, qu'il avait abandonné aujourd'hui, tout était réduit en poussière devant ces quelques pages. Il essaya de lever les yeux vers Apolline une dernière fois, mais découvrit qu'il n'avait même pas la force de relever la tête. Une agonie déchirante lui traversa la poitrine. C'était le désespoir de vraiment tout perdre, de voir chaque voie de secours coupée. Après 2 minutes d'un silence de mort, les doigts tremblants de Thibaut s'approchèrent lentement du stylo. Le stylo plana au-dessus de la ligne de signature. Sa main tremblait violemment. Le stylo sur mesure qu'il avait utilisé pour signer d'innombrables contrats à plusieurs milliards pesait maintenant comme un fer rouge. La pièce était silencieuse. Tous les yeux étaient fixés sur sa colonne vertébrale courbée. Il déglutit difficilement. Son regard quitta le lettrage gras de l'accord de divorce, essayant de voir le visage d'Apolline. Apolline était assise en face de lui, regardant son téléphone faisant défiler un email. « Si je signe, abandonneras-tu vraiment l'arbitrage ?» La voix de Thibaut était sèche, s'accrochant à une parcelle microscopique d'espoir. Apolline ne leva pas les yeux. « Tu n'as plus le droit de poser des questions. » Thibaut ferma les yeux, prit une profonde inspiration et pressa lourdement la plume sur le papier. La signature était tordue et brouillonne. En terminant le dernier trait, la plume déchira le papier. Il lâcha prise. Le stylo roula plus loin. « J'ai signé. » Thibaut leva les yeux. « Apolline, je n'ai plus rien. Maintenant pouvons-nous ?» Avant qu'il ne puisse terminer, Bérénice s'avança et lui arracha l'accord. Apolline verrouilla son téléphone, se leva, le mit dans sa poche, donna une instruction à Bérénice et prit son blasé sur la chaise. À cet instant, les lourdes portes en noyer furent violemment poussées de l'extérieur. 4 officiers de la brigade de répression de la délinquance astucieuse BRDA entrèrent à grands pas armes au poing, tenant un mandat suivi de 2 agents d'Interpol. « Monsieur Thibaut de Vandières. » L'officier principal montra son insigne. « Nous avons reçu des renseignements et des preuves vérifiables concernant votre implication dans un blanchiment d'argent transnational, une évasion fiscale massive et des transferts illégaux d'actifs. Vous êtes en état d'arrestation. » Gauthier bondit de sa chaise, ses jambes l'abandonnant, et s'écrasa au sol. Mais pilule. Il se serra la poitrine, devenant violet. L'équipe juridique de Vandières sombra dans le chaos. La police les fit taire d'un regard. Thibaut était agenouillé sur le sol, son cerveau court-circuitant. 2 officiers s'avancèrent, l'attrapèrent par les épaules et le hissèrent sur ses pieds. Des menottes en métal froid cliquetèrent étroitement autour de ses poignets. Thibaut ne résista pas, son regard transperçant le chaos, pour se verrouiller sur Apolline, qui était déjà à la porte. « Tu m'as menti. » La voix de Thibaut tremblait, ses yeux saignaient de rouge. « Tu as pris l'accord, mais tu n'as jamais eu l'intention de me laisser partir. » Apolline s'arrêta. Elle se retourna et le regarda. « Cet accord était le billet que tu as acheté pour te tenir ici et me forcer à écouter tes bêtises pendant 5 minutes. » Elle ajusta sa manchette. « Quant à la police, ils sont là pour refermer le filet. J'ai simplement choisi de ne pas les en empêcher. » Apolline, Thibaut se débattit sauvagement, les menottes lui entaillant la chair. « Je suis ton mari. Si je vais en prison, la famille Vandières ne te laissera pas t'en tirer comme ça. Ils se vengeront. » Apolline observa son visage paniqué et tordu. Le siège de Vandières avenue Montaigne a été perquisitionné par la brigade financière il y a 10 minutes. Son rythme était sans précipitation. Ton oncle, ton conseil d'administration. Leurs avoirs sont gelés. Ils n'ont même pas l'argent pour engager des avocats en ce moment. Personne ne viendra se venger contre moi. Elle se retourna, poussa les portes et dit « Emmenez-le ». Les portes se fermèrent lentement sur le rugissement désespéré de Thibaut. 6 mois plus tard, prison de la Santé Paris. Un épais acrylique pare-balles divisait le parloir. De ce côté, Apolline était assise silencieusement sur une chaise en acier inoxydable vêtue d'un trench coat beige. De l'autre côté, la porte métallique s'ouvrit. Thibaut, vêtu d'un uniforme gris et entravé par de lourdes chaînes, fut amené par des gardiens. Ses cheveux étaient rasés de près, ses joues étaient profondément creusées, ses pommettes saillantes.
Le milliardaire, autrefois intouchable, n'était plus qu'une coquille vidée. Il s'assit face à la vitre, ses mains tremblantes, décrochant le combiné noir. Apolline prit le sien. « Tu es enfin venu me voir, » dit Thibaut, en fixant la femme de l'autre côté de la vitre, sa voix râpeuse, comme un soufflet brisé. « 3 mois. Si je ne signais pas ce formulaire de liquidation d'actifs offshore, tu continuerais à m'envoyer des convocations judiciaires tous les mois. Tu détestes les tracas, alors tu es venu. » Apolline regarda ses lèvres gercées. « Le directeur général de l'équipe de liquidation est mon partenaire. Si je n'étais pas venu, il avait 30 voies légales pour saisir tes actifs de force. » L'œil de Thibaut tressaillit. Ses jointures blanchirent sur le combiné. « Alors pourquoi es-tu venu ?» Sa respiration s'accéléra, pressant son corps contre la vitre. « Apolline, je sais que tu me hais, mais le fait que tu sois assise ici aujourd'hui prouve que tu tiens encore à moi. Pendant 6 mois, j'ai pensé à nos 3 années passées ensemble chaque jour. Tu avais peur du noir. Chaque nuit, tu laissais une lumière allumée dans le couloir en m'attendant. Tu avais des problèmes d'estomac, mais pour m'accompagner au gala-tu. J'ai laissé la lumière allumée dans le couloir pour que la caméra cachée ait assez de lumière pour filmer. » La voix d'Apolline était complètement plate. Les mots de Thibaut s'étranglèrent. « Pour filmer l'intégralité du processus où tu faisais entrer les avocats d'Ophélie dans le bureau à minuit pour transférer les biens matrimoniaux, Thibaut resta bouche bée, la bouche béante, quant à t'accompagner au gala. » Apolline regarda son visage tordu et choqué. « Lors de ces soirées, j'ai obtenu les coordonnées privées des héritiers de 3 grands conglomérats européens. Il y a 3 mois, ils sont devenus les investisseurs de série A pour la marque Celia. » Seule la respiration lourde et saccadée de Thibaut traversa le combiné. Ses souvenirs les plus fiers de sa femme profondément dévouée étaient nonchalamment déchiquetés en confetti par Apolline. « Signe les papiers !» Apolline pressa un formulaire d'autorisation contre la vitre. Thibaut fixa le document et commença soudainement à rire. Il rit jusqu'à ce que les larmes coulent sur son visage. Il prit le stylo et signa son nom sur le document que le gardien lui tendit. 2 ans plus tard, salle de médiation du juge aux affaires familiales, palais de justice de Paris. Thibaut portait un costume délavé et usé. En raison de sa coopération à l'enquête financière transnationale et de la restitution de tous les actifs cachés, sa peine avait été réduite et il avait été libéré il y a 1 mois. Sans le sou et interdit de dépenses luxueuses, il louait une chambre de bonne sous les toits du 19e arrondissement. Ses mains serraient fermement un magazine de presse à scandale froissé. La couverture présentait des photos de paparazzi Celia. Vêtue d'un tailleur haute couture, tenait la main d'une petite fille de 2 ans sortant d'une école maternelle privée à Paris. La petite fille avait de grands yeux et un sourire doux. Les mains de Thibaut tremblaient violemment d'excitation. La porte s'ouvrit et Apolline entra. Elle portait un maquillage léger et semblait radieuse, dégageant une confiance parfaite et affranchie. Elle ne regarda pas Thibaut, s'asseyant directement en face de lui. « Votre honneur !» Thibaut se leva brusquement, claquant avec empressement le magazine sur la table, parlant d'une voix précipitée. « C'est la preuve. Quand elle m'a quitté il y a 2 ans, elle était enceinte. Cet enfant a 2 ans et demi. La chronologie correspond parfaitement. C'est ma fille. J'ai des droits de visite. J'exige un test ADN immédiat. » Il se retourna les yeux brillants alors qu'il fixait Apolline. « Apolline, tu n'as pas avorté. » La voix de Thibaut portait une extase presque maniaque. « Tu m'as menti. Tu as eu notre bébé. Je ne veux plus rien d'autre. Je veux juste la voir 1 fois par mois. Je suis son père biologique. La loi me soutiendra. » Apolline ouvrit son sac Birkin. Elle en sortit un fin dossier transparent et glissa un document hospitalier avec un tampon rouge à travers la table vers Thibaut. Thibaut baissa les yeux. Rapport de pathologie. Échantillon tissu embryonnaire fausse couche. Date 17 novembre il y a 2 ans. La nuit exacte du gala de charité. L'extase se figea sur le visage de Thibaut. Il fixa ses lignes, son esprit devenant blanc. Cette nuit-là, je me suis allongée seule sur la table d'opération. Pas d'anesthésie générale. Apolline le regarda, la voix glaciale.
J'ai regardé de mes propres yeux le médecin nettoyer complètement la chose que tu avais laissée dans mon corps. Les genoux de Thibaut cédèrent et il s'écrasa lourdement sur la chaise. Alors, cet enfant. Il pointa le magazine du doigt, ses doigts tremblants comme des feuilles. Apolline sortit un deuxième document. Certificat d'adoption. Nom Léa. Lieu de naissance Lyon. Père biologique inconnu. Léa est une orpheline que j'ai légalement adoptée il y a 1 an, dit Apolline, en regardant Thibaut avec douceur. Mon nom est le seul sur son registre. Elle n'a pas une seule goutte de sang Vandière en elle, et elle ne saura jamais qu'un homme nommé Thibaut de Vandière existe dans ce monde. Thibaut fixa les papiers d'adoption, le tout dernier lambeau d'espoir dans son cœur. La seule pensée qu'il avait maintenue en vie dans cette chambre de bonne, ces derniers mois, fut réduit en cendres par Apolline, juste devant le juge. Des cendres que même le vent ne pourrait disperser. Non. Thibaut saisit sa tête à 2 mains, laissant échapper le gémissement d'une bête prise au piège. Pourquoi? Pourquoi préférerais-tu adopter l'enfant d'un étranger? Parce que j'avais besoin d'une famille, dit Apolline en prenant son sac et en se levant. Et tu ne mérites même pas d'être un étranger. Elle n'accorda pas un regard de plus à Thibaut. Son avocat poussa une ordonnance d'éloignement devant lui. Monsieur de Vandière, veuillez signer. À compter d'aujourd'hui, vous êtes définitivement déchu de tout droit de rendre visite à mademoiselle de Lussac ou à sa fille adoptive à quelque titre que ce soit. Il vous est interdit de vous approcher à moins de 500 mètres d'elle. Dans le cas contraire, la police vous arrêtera immédiatement. Thibaut regarda l'ordonnance d'éloignement. Des larmes frappèrent le papier. Serrant le stylo dans un désespoir absolu, il signa son nom. Le soleil du début de l'automne brillait chaleureusement sur Paris. À la terrasse d'un café sur l'île Saint-Louis, Apolline était assise à une table en fer forgé blanc. Une épaisse pile de dossiers d'arbitrage international en joaillerie reposait sur la table à côté d'un latte frais. Une brise tournait doucement les pages. « Maman !» appela une voix cristalline et douce. Apolline ferma le dossier et leva les yeux. Une petite fille en salopette accourut maladroitement, brandissant une feuille d'automne dorée qu'elle venait de trouver. Apolline sourit, se leva, ouvrit les bras et cueillit sa fille pour la serrer contre elle. Elle embrassa la joue de la fillette, ses yeux remplis d'une liberté et d'une confiance affranchie. La lumière du soleil dansait dans ses cheveux, la dessinant dans une lueur d'un éclat aveuglant. Et dans l'ombre de l'autre côté de la scène se tenait le milliardaire autrefois intouchable Thibaut. Vêtu d'un manteau en lambeaux, il se tenait près d'une poubelle. L'ordonnance d'éloignement le clouait strictement à 500 mètres de là. Il regardait Apolline dans la lumière du soleil. Il regardait le sourire authentique et radieux sur son visage, un sourire qu'il n'avait jamais vu une seule fois pendant leur mariage. La poitrine de Thibaut se souleva violemment. Un souffle se bloqua dans sa gorge, forçant les larmes au bord de ses yeux. Il s'accroupit lentement, enfouissant durement son visage dans ses mains, ses épaules tremblant violemment dans le vent d'automne. Il ne pouvait qu'observer tel un harceleur sans nom, étouffant un regret sans fin et une impasse totale, regardant de loin le monde magnifique qu'il avait personnellement détruit.